Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio avec Lydia Guérouz qui est avec nous, Philippe Bilger, Jean Dorido, le grand débat autour de l'attaque terroriste de Rambouillet vendredi dernier. Tout d'abord, cette nouvelle attaque au couteau à Rambouillet. Le drame s'est déroulé ici au commissariat de Rambouillet, une ville paisible de banlieue parisienne. Toute une ville en émoi et solidaire de ces policiers frappés par le terrorisme. Non, la question que se posent les Français, c'est comment un homme qui est resté clandestin durant 10 ans sur notre territoire a-t-il bien pu être régularisé? Notre détermination à lutter contre le terrorisme est plus que jamais intacte. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. L'attentat de Rambouillet était-il facilement évitable? C'est la question que l'on vous pose sur Twitter et sur YouTube. Vous dites oui à 74%. On va en débattre avec Claude Moniquet qui est avec nous ce soir. Bonsoir monsieur Moniquet. Bonsoir. Bonsoir à vous Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme, cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité évidemment. On va en débattre de cette question, l'attaque terroriste de Rambouillet. Pourquoi on se pose aussi cette question? Parce que quand on parcourt le compte Facebook notamment de Jamel Gorshen, auteur de l'attaque terroriste, on s'aperçoit qu'il y a une différence de 2 mois, sur son compte Facebook. C'est-à-dire qu'il y a 2 mois, moi je l'ai vu, j'y étais avant que le ministère de l'Intérieur ne le supprime. On pouvait voir donc des photos de vacances comme un citoyen lambda. Et puis juste après, c'est vrai que on s'aperçoit qu'il s'est très vite radicalisé. Il partage notamment des textes qui appellent au djihad islamique. Alors c'était écrit en arabe, j'ai pas pu comprendre, mais j'ai bien compris la signification. Claude Moniquet, est-ce qu'on aurait pu détecter via Internet un terroriste comme Jamel Gorshen, qui n'avait aucun antécédent judiciaire? Honnêtement, il est difficile de répondre à cette question. Les Israéliens ont développé depuis des années maintenant des systèmes d'analyse des communications sur les réseaux sociaux précisément, qui permettent de détecter ces ruptures de comportement et d'en déduire éventuellement, en fonction d'autres paramètres qui touchent directement la personne, d'en déduire quelle va être l'évolution de la personne qui est en rupture. En France, nous n'avons pas ce genre de technique, et en l'occurrence, les textes qui avaient été partagés par l'auteur des faits, par Jamel Gorshen, ne tombaient pas sous le coup de possibles poursuites judiciaires. Il n'avait rien fait d'illégal jusqu'au passage à l'acte. Donc je ne suis pas sûr que même si on avait eu ces systèmes de détection, on aurait pu empêcher ce passage à l'acte. On est en face d'un cas qu'on a beaucoup connu ces dernières années, un terroriste n'appartenant pas à une organisation, n'étant pas lié à un groupe, qui à un moment donné sort du bleu et frappe de manière... il peut frapper en fait où il veut, quand il veut. Donc c'est extrêmement difficile à éviter. Ouais, il fait partie de ces terroristes qui ne sont pas fichés S, qui ne sont pas sous surveillance. D'ailleurs, ces dernières années, il y a beaucoup de terroristes qui sont passés à l'acte, Claude Moniquet, qui n'étaient pas fichés S. Il y en a beaucoup fichés S. Ah, vous nous entendez, Claude Moniquet ? Je vous entends, oui, tout à fait. Oui, il y a beaucoup de terroristes qui sont passés à l'acte. Beaucoup étaient fichés S, où il y a quand même une proportion assez conséquente de terroristes qui n'étaient pas fichés S et qui sont passés à l'acte. Oui, on a un paradoxe. Rappelez-vous, depuis 2015, on a eu toute une série de faits dans lesquels on nous disait cette personne était connue des services. Alors évidemment, la question que se pose le public, c'est s'il était connu, s'il était fiché, pourquoi ne l'a-t-on pas empêché d'agir? Mais on a le revers de la médaille, qui sont ces gens qui ne sont pas connus. Et on se pose à peu près la même question. En fait, on est en face, à partir du moment où on est en face d'individus relativement isolés, il est très difficile de les repérer. Les attentats du 13 novembre aurait pu être évité, parce que là, on est en phase de préparation de plusieurs mois de gens qui ont été attirés en Syrie, qui ont été entraînés, qui ont été reprojetés vers l'Europe par différentes voies, par les Balkans, par la Méditerranée, qui se sont installés à Bruxelles pendant 3 mois pour préparer leurs attentats. Et rien, pourtant, n'a permis de les détecter. Mais c'était un groupe, c'était possible. Ici, en face d'un individu relativement isolé, en tout cas qui n'était que dans un milieu familial et amical restreint, ce repérage par les services est quand même beaucoup plus difficile. Ouais, compliqué. Philippe Bilger. Claude Moniquet, tout de même, est-ce que depuis qu'on a supprimé le délit de séjour illégal, est-ce que on n'aurait pas pu, le fait qu'il soit entré clandestinement en France en 2009, est-ce que ça n'aurait pas
pu induire une surveillance plus stricte? Est-ce qu'il n'y a pas là une faille radicale en permanence, compte tenu du fait qu'on refuse d'établir le moindre lien, non pas entre l'immigration, mais entre certains immigrés et le terrorisme? J'ajoute, et pardon, je termine, si vous aviez une seule mesure à proposer pour répondre à ce terrorisme low cost, ce serait laquelle? Alors, je vais vous répondre en deux fois. Premièrement, la question il est clair que nous avons une faiblesse qui est générale en Europe face à la gestion de l'immigration clandestine. L'immigration non autorisée, non légale. C'était un problème extrêmement compliqué, comme vous le savez, puisque c'est à la fois un problème social, un problème humain et un problème légal. Maintenant, la plupart des immigrés clandestins sont certes dans une situation qui est par définition illégale, mais ne sont pas venus en Europe pour faire du terrorisme. Ils sont venus en Europe pour travailler, pour se débrouiller, pour envoyer de l'argent à leur famille. Ça n'est pas bien, c'est illégal, nous sommes absolument d'accord. Mais ça n'en fait pas des criminels, mis à part leur situation délictueuse de présence non autorisée. Maintenant, pour la question de la mesure, je l'ai proposé ce matin dans un papier que j'ai publié sur mon blog. Je pense qu'on assiste à une fuite en avant juridique. On va de nouveau faire une loi. On a fait depuis 1986 28 lois antiterroristes en France, dont 7 depuis les attentats du 13 novembre. C'est énorme. C'est un empilement juridique qui n'a pas de sens. Je crois qu'il serait temps de réunir une espèce de conférence nationale avec des experts, des services de renseignement, de la justice, de la police, des travailleurs de terrain, des psychologues, des criminologues, des travailleurs sociaux, des représentants autorisés du culte musulman, des académiques, des anthropologues, des sociologues, pour essayer de déterminer une réponse globale qui soit à la fois proactive et qui soit à la fois préventive et répressive, et pas faire cette espèce de fuite en avant juridique où on ajoute une loi à une autre loi. Et pour finir, maintenant, la loi qu'on va voter, c'est pour coordonner deux lois qui existent déjà et les rendre plus pérennes. Honnêtement, on ne s'y retrouve plus. On a déjà fait appel à vous, Claude Moniquet, un ministre, un gouvernement. Vous êtes candidat, certainement. On a déjà fait appel à vous, Claude Moniquet, pour peut-être faire une loi, l'étoffer en tout cas, ou jamais? Pour faire une loi, non. Maintenant, en Belgique et en France, effectivement, à plusieurs reprises, des politiques m'ont consulté. Il faut reconnaître que c'est quand même relativement difficile parce que je ne voudrais pas être à la place du politique qui doit décider, qui doit trancher, mais ces gens sont soumis à la fois à des pressions de leur administration, et vous savez comme moi que l'administration en France est assez jalouse de cette prérogative et voit en général d'un assez mauvais œil des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont entre guillemets des civils, pas des fonctionnaires, et qui se mêlent de choses qui regardent toute la société, mais essentiellement quand même à leurs yeux la fonction publique. Ouais, le message est passé. Lydia Guérousse. Oui, est-ce qu'on aurait pu éviter cette attaque? C'est difficile de dire qu'on aurait pu l'éviter quand les services font bien leur travail et qu'ils évitent des attentats. Personne ne le sait. Et je crois que de très nombreux attentats ont été déjoués. Une trentaine. Ouais. Pour ceux sur lesquels on a communiqué. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, le terreau fertile de cette radicalisation et du passage à l'acte, c'est le communautarisme islamique et l'islam politique qui avance dans certains territoires et qui embrigade, qui gagne des esprits et qui favorise ce passage à l'acte. Et donc, il va falloir quand même taper très fort pour essayer de le faire reculer. Il faut aussi traiter de la question de l'immigration illégale, parce que quand on regarde que ce soit à Nice ou le Tchétchène qui a égorgé Samuel Paty, c'était aussi des personnes qui sont arrivées illégalement sur notre territoire. Donc quel message ils envoient? Venir en France pour haïr la France et pour faire couler le sang en France, je crois qu'il faut une réponse qui soit très forte. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour faire une demande d'asile, les personnes viennent d'abord sur le territoire national, alors qu'il faudrait qu'ils ne soient pas sur le territoire national. Comme au Canada, par exemple. Au Canada, vous faites votre demande avant. Les expulsions sont extrêmement difficiles et vous avez 96% des déboutés du droit d'asile qui restent sur le territoire. Donc, tant qu'on ne fera pas les demandes à l'extérieur du territoire national, on n'arrivera pas à expulser ces étrangers, et pour certains d'entre eux qui sont dans une haine de la France. Et le cœur, le nerf de la guerre, c'est vraiment la lutte contre l'islamisme et notamment le communautarisme islamique. Jamel Gorshen, lui, est arrivé en France donc illégalement en 2009. Et puis après, au bout de 10 ans, il a trouvé un CDI, il était chauffeur-livreur. Et c'est grâce à la loi Valls donc qu'il a pu être régularisé, qui stipule que lorsqu'on est en France depuis 10 ans et qu'on a un emploi, un CDI, on devient français.
Voilà comment il est devenu français, Jamel Gorchen. Jean Dorido, vous partagez l'avis de Lydia Guérouz. L'islamisme, évidemment, on est tous d'accord. L'immigration aussi. C'est vrai que sur les derniers dossiers qu'on a vu passer, hélas, le Pakistanais également, dans l'attentat qui a eu lieu devant les ex-locaux de Charlie Hebdo, était rentré en plus comme mineur non accompagné alors qu'il avait 25 ans, ça a été avéré. Et les éducateurs qui avaient à l'époque demandé justement à ce qu'on vérifie son âge, le juge avait refusé. Maintenant, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Claude Moniquet, si vous voulez bien m'éclairer, parce que je vous entends nous dire qu'en Israël, il y a une espèce d'expertise comme ça, d'analyser les communications sur les réseaux sociaux qui permettent justement, j'imagine, avec de l'intelligence artificielle, de se rendre compte finalement quand une personne bascule. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé pour ce monsieur là dans l'attentat de Rambouillet. C'était, certes, il était illégal, d'accord. Bon, maintenant, apparemment, c'était quand même quelqu'un de tout à fait paisible pendant 10 ans. Et puis là, ces derniers temps, Philippe Rossi l'a rappelé, il s'est radicalisé, il a été endoctriné par les réseaux sociaux. Et c'est vrai que je m'étonne qu'en France, on n'ait pas cette capacité, cette faculté, cette expertise pour avoir une espèce de, je dirais, de boîte noire, de moulinette qui est capable de vous dire, tiens, attention, là, on a un type qui est en train de se radicaliser. Oui, non, c'est clairement un problème. Alors, je pense qu'on va y venir. Mais l'intelligence artificielle n'est évidemment qu'un volet de cette stratégie. L'intelligence artificielle, c'est le signal d'alarme ou d'alerte qui va vous dire, attention, il y a une rupture de discours. Ouais. Examiner ça de plus près. Et à ce moment-là, très clairement, il faut pouvoir emboîter du renseignement humain. Oui. Il faut pouvoir faire un profil de la personne, savoir quelles sont ses fréquentations, quel est son passé, quelle est sa religiosité, est-ce qu'il y a eu un changement dans son comportement religieux, etc. Et ça nécessite des moyens humains. Et le problème, de nouveau, c'est que les moyens humains sont limités. Voilà. Nous avons en France la capacité de surveiller de manière permanente, à peu près, sans dévoiler de secrets, donc je donne un chiffre approximatif, mais à peu près 300 à 400 personnes en même temps, face à des milliers de fichiers S, à peu près 15 000 fichiers S pour fait de terrorisme, et des milliers d'autres qui ne le sont pas. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Et par ailleurs, on ne peut pas gonfler de manière pléthorique les services de renseignement, d'autant plus que de toute façon, pour former, pour arriver à avoir un bon officier de renseignement, il ne faut pas seulement un examen, il faut des années de pratique. Alors, est-ce que ça veut dire, parce que là, quand même, le Pakistan a encore appelé récemment à justement ce genre d'initiative là qu'a pris ce monsieur à Rambouillet, est-ce que ça veut dire à ce moment-là, clairement, qu'on va avoir d'autres passages à l'acte de ce genre? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres? Bien entendu, bien entendu. Je crois que pour le moment, très clairement, ce que nous n'aurons plus probablement dans l'avenir prévisible, ce sont des attentats du type du 13 novembre, parce que l'État islamique, qui est l'organisation la plus violente et la plus virulente, et la mieux organisée et la mieux structurée, n'est pas en capacité de reproduire ce genre de processus. En revanche, des attentats isolés ou des attentats par des petits groupes, on a d'ailleurs arrêté il y a 2-3 semaines en France une jeune femme qui préparait un passage à l'acte. Ça, oui, bien entendu, on en empêche beaucoup, mais nous continuerons à en avoir. C'est terrible à dire, mais c'est une réalité. Ça peut se passer ce soir, demain ou dans 6 mois, mais il est très clair que nous aurons à nouveau ce type d'attentat. Claude Moniquet, allez-y, Lydia, allez-y. La France est une cible. La France est une cible, et dans le journal de l'État islamique, je crois que ça s'appelait Dabiq, il disait pourquoi dans un article nous étions une cible. C'était nous vous haïssons parce que vous êtes libres, nous vous haïssons parce que vous êtes pour la mixité, nous vous haïssons parce que vos femmes sont libres, et donc nous sommes véritablement une cible parce que c'est notre mode de vie, c'est notre civilisation en fait qui est ciblée. Et moi ça me fait toujours froid dans le dos parce que j'ai l'impression de revivre parfois ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie. Et d'abord ça a été ils sont venus chercher des policiers, puis ensuite c'était des enseignants, et demain qui viendront-ils tuer? Donc c'est un peu j'ai l'impression qu'on entre dans une décennie noire en fait, où les attentats vont se succéder, des attentats low cost par des personnes qui vont passer à l'acte. J'espère qu'on ne dira pas d'eux que ce sont des déséquilibrés. De toute façon, on est déséquilibré quand on est salafiste et quand on est terroriste. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inquiète profondément, cette évolution. Alors Philippe Bilger, je vous donne la parole dans un instant. Je crois que vous avez une question à poser à notre invité Claude Moniquet. Juste avant, mon cher Claude Moniquet, j'aimerais qu'on accueille Olivier qui nous appelle de Beaucaire, qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Bonsoir à vous. J'écoute attentivement et c'est vrai qu'il y a, on est un peuple, un pays où les droits de l'homme, on a tous les droits et certains pays n'ont pas des droits. Il y a une jalousie peut-être, comme on vient de dire. Mais je pense qu'il y a un cas quand même. Tous ces gens qui sont endoctrinés, ça me fait penser un peu comme à la secte Moon. Ils rentrent dans un truc, c'est des lavages de cerveau et tout. Est-ce que les institutions religieuses musulmanes ne peuvent pas apporter leur pierre à l'édifice en luttant contre ce fléau? Parce que quand on voit, j'ai entendu qu'il avait tué au nom d'Allah. Ouais. Alors, ce que fait le gouvernement, c'est de supprimer et d'éradiquer les mosquées clandestines, parce que c'est ça le fond du problème. Hein. C'est tous ceux qui vont dans des mosquées clandestines. Il essaye, mais c'est très difficile, parce que vous en démontez une, elle se recrée clandestinement. Et il y a Internet. Il y a Internet, bien sûr, il ne faut pas oublier Internet. Il y a Internet, il y a la clandestinité, et c'est vrai que l'islam de France, en fait, est un échec sur lequel l'islamisme en France prospère. Ouais. Et aujourd'hui, le CFCM, en fait, est assez... inaudible et n'est pas écouté. Ses représentants n'ont pas une véritable influence sur ceux qui sont radicalisés, qui sont en rupture par définition. Donc c'est très compliqué. Ce qu'il faut, c'est des moyens de police, c'est des moyens de surveillance et une reconquête du cœur et de l'esprit des plus jeunes. C'est pour ça que je prône l'assimilation, notamment. Claude Moniquet qui nous disait à l'instant que 300 à 400 personnes pouvaient être surveillées en même temps, alors qu'il y a 15 000 alors fichiers. Alors vous en avez 15 000. Donc moins de 10% seulement. C'est une guerre culturelle qu'il faut mener. Philippe Bilger. Moniquet, tout à l'heure, quand vous avez bien voulu répondre à la question sur ce que vous envisagiez, j'ai noté que c'était une sorte de pluralisme intellectuel, philosophique, politique, et avec tout de même, je le suppose, un peu de régalien, d'autorité. Ça veut dire que vous considérez que la lutte qu'on mène à l'heure actuelle contre le terrorisme n'est pas assez pensée au sens propre? Je pense que c'est une guerre idéologique et c'est une guerre culturelle. Vous avez tout à fait raison de dire que c'est notre mode de vie qui est en cause. La France est un pays laïque. La France est un pays dans lequel la femme est libre, peut avoir des moyens de contraception, peut avorter. La France est un pays dans lequel les homosexuels peuvent se marier. Ce sont des choses qui sont absolument impensable et détestable et impie pour les islamistes. Donc c'est notre mode de vie. Et très clairement, ça nécessite d'avoir recours aussi à des intellectuels qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe, à comprendre comment faire passer le message. Parce que je crois que beaucoup de ces acteurs individuels qui passent à l'acte sont des gens qui sont entre deux cultures. Ils sont encore prisonniers de schémas anciens de leur culture d'origine et ils ont du mal à s'adapter à notre culture, à notre mode de vie. Il y a un problème d'acculturation qu'il faut régler. Il y a un problème d'éducation qu'il faut régler. Il y a un problème de compréhension des modes de vie. Nous devons expliquer notre mode de vie, le faire accepter et nous devons comprendre quelles sont les réticences de ces gens de manière à porter l'effort sur ces réticences pour leur faire accepter notre mode de vie. Vous croyez que c'est possible, ça ? Effectivement, d'avoir un spectre beaucoup plus large que le spectre simplement régalien qui, très clairement, est totalement nécessaire. D'accord. J'ai retrouvé... Allez-y, Lydia Guérousse. Oui, je relis l'extrait justement de Dabik qui dit « Nous vous haïssons avant tout parce que vous êtes des mécréants, vous rejetez l'unicité d'Allah, que vous en ayez conscience ou non. Nous vous haïssons parce que vous êtes laïcs, vous accordez l'autorité suprême sur vos caprices et vos désirs avec des législateurs que vous mettez au pouvoir par vos votes. Nous vous haïssons parce que vous êtes athées, nous vous haïssons parce que vous envahissez nos terres. » Et il continue comme ça, et c'était la lettre dans ce magazine d'Al-Qaïda où ils ciblaient la France pour ces raisons-là. Donc c'est vraiment notre mode de vie et notre civilisation qui est pointée du doigt et qui est ciblée. C'est la civilisation des Lumières qui est attaquée. Exactement. Oui. Et donc il faut relancer l'assimilation pour pouvoir reconquérir et refaire et mener cette guerre culturelle qui est indispensable. Ça c'est le livre de Lydia Guérousse. Non mais sans faire de promo, je pense vraiment que c'est la solution. En finir avec l'assimilation aux éditions, en finir avec ce tabou français, assimilation, édition de l'Observatoire. Merci à vous Claude Moniquet. Merci pour vos éclairages. Toujours aussi intéressant. Merci à vous, Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme, cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. On vous posait cette question
Sur le compte Twitter de Sud Radio, attaque de Rambouillet, aurait-on pu l'éviter? Vous dites oui à 62%. Voilà, score final sur les réseaux sociaux. Ce grand débat à retrouver sur notre application Sud Radio, notre site sudradio.fr et notre chaîne YouTube Sud Radio. On va se retrouver dans quelques minutes maintenant pour la fin de l'émission et le clin d'œil des vraies voix avec Jean-Marie Bordry. À tout de suite.